Contact extraterrestre avec la planète Méthone. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Méthone, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Elisabeth Marjorie Wooladt, qui s'appellera bien plus tard Elisabeth Klarer, du nom de son deuxième mari, est née en 1910, près de la ville de Rosetta, dans la province du Natal, en Afrique du Sud. Elle a grandi dans la ferme Conington appartenant à ses parents, dont le père vétérinaire était aussi éleveur bovin, directeur des industries fédérées de la viande de Durban et promoteur du jeu de polo. Elle est au cœur des paysages vallonnés du Drakensberg, appelé en français les montagnes du dragon, proche du territoire zoulou, dont quelques-uns travaillent dans leur ferme. Issue d'une famille anglophone et passionnée dès l'enfance par le ciel, elle suit des études en musique, en art, puis elle devient femme de science en faisant des études en météorologie à l'université de Cambridge. Dès son plus jeune âge, Elisabeth affirme avoir été en contact avec une présence venue d'ailleurs. À seulement 7 ans, elle et une de ses sœurs virent un immense disque lumineux intervenir dans le ciel pour dévier un astéroïde menaçant la Terre. Un souvenir marquant qu'elle associera plus tard à une mission de protection extraterrestre. Peu après, lors d'un violent orage, elle observe de nouveau un vaisseau apparaître au-dessus d'une tornade destructrice qui s'éloigne sans toucher la ferme familiale, renforçant chez elle l'idée d'une surveillance bienveillante. Elle épouse, en 1932, William Stafford Phillips, qui est pilote d'essai dans la Royal Air Force, et aura avec lui une fille appelée Marilyn, en 1933. Stafford lui enseignera le pilotage et elle sera sa navigatrice sur certains vols. En 1937, à bord d'un petit avion piloté par son mari, elle est témoin avec lui d'un disque lumineux qui s'approche silencieusement, avant de disparaître dans un éclat. Cet événement donne lieu à un rapport officiel transmis à l'armée de l'air sud-africaine. Elle a ressenti le contact psychique avec ce vaisseau, qui n'était pas une simple rencontre au hasard. Affectée en Angleterre pendant la guerre comme météorologue pour la Royal Air Force, alors que son mari y est affecté comme pilote d'essai, elle entre en contact avec le célèbre Sir Hugh Dowding, qui l'encourage à poursuivre cette voie, convaincue qu'une présence venue d'un autre monde surveille la Terre. Elisabeth accepte alors de se consacrer à cette mission, avec le sentiment d'avoir été choisie pour un rôle plus vaste. Animée d'un appel intérieur, elle développe au fil des années ses facultés télépathiques, cherchant à établir un lien direct avec ses visiteurs. Convaincue qu'ils reviendront, elle se prépare spirituellement et intérieurement jusqu'à ressentir profondément la présence d'un être qui la suit. Après des années de visions et d'expériences troublantes, Elisabeth va vivre un événement important en 1944. Alors qu'un incendie éclate sur la base militaire où elle est grièvement blessée par une explosion. Inconsciente, elle vit ce qu'elle décrit comme une sortie de son corps, une vision saisissante. Un paysage d'un autre monde à la roche rose et aux pentes émeraudes, baigné de lumière, et un grand vaisseau argenté approchant silencieusement. Cette scène profondément marquante réveille en elle la certitude d'un lien ancien avec un autre monde. Elle divorce de son premier mari après la guerre et épousera en 1946 Paul Klarer, ingénieur. Ils auront un fils à pied David en 1949. Elle portera le nom de Klarer à partir de là, probablement pour garder le même nom de famille que son fils. Paul se montre sceptique et peu réceptif aux convictions de sa femme concernant les extraterrestres, ce qui entraîne leur séparation en 1950. En 1954, prévenue de l'observation récurrente d'un disque volant par des témoins zoulous, via sa sœur May, résidant dans la ferme Whiteleaf, à proximité de leur ancienne ferme familiale près des montagnes Drakensberg, Elisabeth Klarer se rend chez sa sœur. Là, elle entre dans un état modifié de conscience et aperçoit 2 vaisseaux dans le ciel. Elle entre alors pour la première fois en contact télépathique avec Akon, un être de la planète Méthode qui lui parle de sa civilisation. Ce lien d'affinité ouvre la voie à une future rencontre physique. Le 27 décembre 1954, en gravissant une colline isolée, elle voit un disque lumineux descendre et s'arrêter à faible altitude. À travers un hublot, elle distingue un homme blond, regard profond, dont la seule présence l'envahit d'un amour immense et d'un sentiment de reconnexion.
Bien qu'elles ne puissent approcher à cause d'une barrière de chaleur autour du vaisseau, leurs regards suffisent à lui faire comprendre qu'elle attendait ce moment depuis toujours. Le vaisseau repart silencieusement dans un éclair, mais elle sait qu'il reviendra. Ce n'était que le début. 18 mois après son premier contact, Elizabeth Klarer, qui vit à Johannesburg, est intérieurement appelée à retourner dans le natal, à la ferme Whiteleaf de sa sœur May. Le 7 avril 1956, elle se sent appelée vers la colline où elle a observé le vaisseau auparavant, appelé depuis Flying Saucer Hill, la colline de la soucoupe volante. Elle y retrouve Haakon et son vaisseau qui est cette fois posé au sol. Accueillie dans ses bras, elle entre à bord. Leur lien mêle immédiatement amour profond et communication télépathique. Haakon lui révèle qu'ils sont des flammes jumelles, qu'elle a vécues avec lui sur Vénus dans des vies passées, et qui revient pour une double mission, divulguer des informations et, avec son accord, concevoir un enfant pour renouveler l'ADN de leur race sur Méton. Ce jour-là, elle est invitée à bord du vaisseau spatial venu de Méton. Elle y découvre un intérieur circulaire aux parois lisses, baigné d'une lumière rouge douce sans ombre, où règne silence et harmonie. Le sol, moelleux, la pureté de l'air et l'absence de tout appareillage visible témoignent d'une technologie épurée. Au centre de la cabine se trouve une lentille de cristal, sertie d'or, qui réagit à la pensée et permet d'observer ce que l'on désire. Aux côtés d'Haakon, Elizabeth est gagnée par une sensation de calme profond et de connexion intérieure. Haakon se présente comme un scientifique venu d'un système d'étoiles doubles bien au-delà du Soleil, le système de Proxima de Centaure. Il lui révèle qu'il l'observe depuis son enfance, l'a choisie pour ce contact et qu'elle est désormais l'une des leurs. Il lui parle d'un amour profond, enraciné dans l'âme, né bien avant cette vie terrestre. Le lien qu'ils partagent dépasse le physique. Il est fait d'unité spirituelle, d'affinité d'essence. Ensemble, ils contemplent la Terre à travers la lentille du vaisseau, suspendue dans l'espace, baignée d'aurores et de brumes atmosphériques, et découvrent la Voie lactée projetée sur le plafond du dôme comme un fleuve d'étoiles colorées. Haakon est d'allure âgé d'une cinquantaine d'années, grand, près de 2 mètres, mince et vigoureux. Il porte une combinaison d'un seul tenant, argentée, douce et légère comme du nylon brillant, boulant son corps jusqu'aux chevilles et recouvrant ses pieds. Seul son visage, ses mains et sa tête étaient découverts, bien qu'un couvre-chef assorti avec fente pour les yeux, le nez et la bouche reposait à côté de lui avec une paire de gants. Leurs vaisseaux ne sont pas construits sur une planète, mais directement formés dans l'espace par conversion d'énergie en matière, sans soudure, sans rivet, dans une fluidité parfaite. Elizabeth découvre les principes de leur technologie, basés sur l'interaction harmonique de la lumière, sur l'annulation des forces de friction, mais sur un champ temporel qui permet de passer d'un niveau vibratoire à un autre. Haakon lui explique que ce vaisseau de lumière est activé par un champ électrogravitique, contrôlé par 3 faisceaux lumineux agissant comme une force unique. Grâce à ce champ, il peut devenir invisible, traverser la matière et se déplacer dans l'espace sans bruit ni résistance. Il explique que leur mode de déplacement consiste simplement à quitter le champ temporel de la Terre pour entrer dans celui de leur propre planète, située dans un système solaire voisin. Ce n'est pas un trajet, mais un passage d'un état temporel à un autre. Elizabeth comprend alors qu'elle n'est pas seulement témoin d'une technologie avancée, mais d'une autre vision de l'univers, un monde où science, amour et conscience sont unis dans une harmonie profonde. Haakon lui explique que l'apparition d'un vaisseau peut être perçue depuis le sol sous forme d'une vague de chaleur ou d'un nuage dense, causé par la condensation des molécules d'air. Il décrit le vaisseau comme un microcosme autonome, propulsé par un champ unifié combinant électricité, magnétisme, temps et résonance. Son bouclier électrostatique, formé de micro-atomes de lumière, produit des couleurs variables selon la vitesse des ondes. Activé par un simple bouton rouge, un champ électrogravitique crée un vide autour de lui, permettant le déplacement sans bruit, sans friction, ni limite de vitesse, même en atmosphère, propulsé par un champ de lumière, repoussant l'air, les ondes et même les animaux. Ce champ agit aussi comme une protection anti-gravité et anti-temps. Le vaisseau utilisé par Haakon, de forme circulaire inspiré d'une galaxie,
est un prototype de recherche. Sa coque, parfaitement lisse, formée d'un seul tenant, résulte d'un mélange de matière et d'antimatière. Des versions 2 fois plus grandes sont prévues pour les voyages intergalactiques. Leur technologie n'est donc pas basée sur la vitesse mais sur la résonance. Les déplacements ne sont pas linéaires mais vibratoires, modifiant la structure de l'espace-temps autour du vaisseau. Elisabeth réalise que pour supporter un tel changement de réalité, l'esprit humain doit être préparé. C'est pourquoi Haakon a guidé sa conscience, afin qu'elle puisse suivre le passage dimensionnel. Ce saut repose sur une loi simple mais profonde, l'harmonie intérieure. Seuls ceux qui vivent dans un état de paix mentale peuvent franchir la barrière de lumière avec le vaisseau sans danger. Pour les Métoniens, le voyage interstellaire n'est possible que dans l'amour, l'équilibre et la maîtrise de soi. Haakon insiste sur le fait que leur civilisation refuse de transmettre cette connaissance à l'humanité, tant que celle-ci reste dominée par la peur, la violence et le pouvoir. La lumière est pour eux une force sacrée, un champ unifié entre matière et antimatière, et non un outil de guerre comme sur Terre. Il explique que les pensées elles-mêmes, si elles sont en harmonie, peuvent modeler la réalité. Leur communication est télépathique, directe, sans déformation. Ils protègent les secrets de la nature, ne les partageant qu'avec ceux qui respectent leur origine cosmique. Les habitants de la planète Méton, selon Elisabeth Clarer, sont des êtres d'une grande beauté, mesurant près de 2 mètres, minces, athlétiques et rayonnant d'une vibration harmonieuse et aimante. Leur apparence demeure jeune grâce à une manière de vivre en totale symbiose avec la nature, à une alimentation purement végétale et à une technologie médicale avancée. Sur leur monde, comme à bord de leur vaisseau, les fruits et légumes poussent dans des liquides nourriciers et se régénèrent naturellement après avoir été récoltés, rendant toute pénurie impossible. Leur mode de vie ne génère ni pollution, ni violence, ni maladie, car leur équilibre émotionnel et mental les préserve de toutes les tensions qui affligent les humains. Selon Haakon, une part importante du vieillissement et des pathologies terrestres est liée à l'instabilité de notre Soleil. A l'inverse, Méton gravite autour d'une étoile jeune et stable, ce qui assure un rythme biologique constant et une longévité accrue à ses habitants. Un jour, disait-il, l'humanité devra envisager de quitter son système stellaire pour survivre. Le vaisseau d'Haakon, totalement autonome, lui permet d'explorer d'autres systèmes solaires. Haakon confirme à Elisabeth qu'elle pourra un jour le rejoindre définitivement, lorsqu'elle aura accompli sa mission terrestre après cette vie. Il se dirige ensuite vers un immense vaisseau mère. En approchant de celui-ci, Haakon décrit un astronef immense stationné à 1500 km d'altitude orbitale, accueillant près de 5000 membres de la Fédération des planètes. Construit depuis des millions d'années par leurs ancêtres vénusiens, il contient aussi 24 petites soucoupes, destinées à des missions à 2 personnes. Les vaisseaux s'amarrent par un système de sas rétractable, formant un passage entre les structures, sans que le petit vaisseau n'ait besoin de rentrer dans le vaisseau mère. Arrivée à bord du vaisseau mère et guidée par Haakon, Elisabeth découvre un environnement à la fois naturel et hautement technologique. La moquette au sol est en fait une herbe bleue éclatante et parfumée. Partout, des arbres, des fleurs et des cascades créent un écosystème vivant. Grâce à un champ anti-gravité personnel, Haakon la fait flotter à travers les vastes couloirs baignés de lumière. Accueillie avec chaleur par une jeune femme, puis par le frère d'Haakon, le commandant Haben, Elisabeth comprend qu'elle possède des origines communes avec leur peuple, ce qui explique son affinité instinctive pour ce monde. Dans une grande salle paisible, baignée de lumière et de senteurs florales, elle savoure un repas végétal venu des jardins du vaisseau. Les Métoniens n'ont besoin d'aucun produit animal, leur alimentation étant parfaitement équilibrée. Grâce à un système de visualisation qu'ils appellent le mirage électrique, Haben lui montre une scène hyper réaliste de la Terre. Elle y revoit un souvenir de son enfance, observé jadis depuis un vaisseau. Ce moment confirme qu'elle a été suivie depuis l'enfance. Elle comprend alors qu'elle a toujours été liée à eux, choisie pour s'unir à Haakon et perpétuer une lignée à travers les étoiles. Blottie dans les bras d'Haakon, Elisabeth découvre que sa vision intérieure en 1944, d'un monde aux océans bleus et aux montagnes roses et émeraudes,
correspond exactement à la planète Méton, dont elle voit les paysages sur le mirage électrique. Cette mémoire ancestrale atteste de ses liens profonds avec leur peuple. Haakon lui parle de l'amour comme énergie vitale, comparable à une force cosmique punissant tous les êtres. Pour les Métoniens, l'évolution repose sur l'harmonie intérieure, la compassion et le respect de la nature, à l'opposé des valeurs terrestres dominées par la peur et la violence. Haakon évoque la fragilité de la Terre, face au cycle instable de son Soleil. Il affirme que l'humanité, sans changement profond, pourrait devenir un danger pour l'équilibre du système solaire, comme ce fut le cas jadis sur Mars, une planète détruite par les erreurs des civilisations passées. Les Métoniens, observateurs bienveillants, refusent toute collaboration technologique avec les Terriens, tant qu'ils ne font pas preuve de maturité spirituelle. Leur savoir est protégé, accessible uniquement à ceux qui vivent en accord avec la lumière. Ils traversent ensemble le vaisseau mère, croisant des hommes, des femmes et des enfants gracieux, vêtus de tissus légers et se déplaçant dans une fluidité naturelle. Touchée par cette harmonie, Elisabeth exprime son envie de s'habiller comme eux, ce à quoi Haakon sourit, expliquant qu'elle est déjà mentalement synchronisée à leur monde. Dans ce lieu vibrant d'amour et de paix, elle ressent enfin qu'elle a trouvé sa véritable maison. Elisabeth apprend que le peuple d'Haakon, bien que désormais installé autour de Proxima Centauri, trouve ses racines dans notre propre système solaire. Originaires de Vénus, ils ont émigré il y a bien longtemps, fuyant les ravages des cycles d'expansion solaire. De fait, on retrouve dans la structure du vaisseau de Haakon, observé par Elisabeth, des traits propres à ceux d'autres contactés vénusiens. Les hublots faisant le tour en haut par groupement, et la lentille de visualisation au sol, au centre du vaisseau. Leur départ fut motivé par la sagesse scientifique, après avoir observé les signes annonciateurs d'un changement destructeur du Soleil. Cette origine commune avec l'humanité crée pour Elisabeth un sentiment d'unité profonde. Haakon lui explique que leur civilisation a prospéré sur Terre avant de s'élever vers d'autres mondes, alors que ceux restés sur Terre ou sur Mars ont vu leur développement altéré, sombrant dans la violence. Une partie des Vénusiens serait restée sur Terre où elle se serait métissée avec les populations humaines locales, déjà issues d'anciens croisements génétiques. Sous l'effet des conditions solaires, cette lignée aurait dégénéré au fil du temps, formant les peuples actuels. Seule une minorité d'humains porterait encore des gènes vénusiens exprimés de manière variable selon les individus. Elisabeth a été choisie pour une procréation à venir, car ses gènes dominants sont d'origine vénusienne. Haakon décrit l'instabilité naturelle du Soleil, une étoile jeune et variable, dont les éruptions cycliques influencent profondément l'évolution des planètes. Ces vagues de radiation, responsables d'extinctions massives comme celle des dinosaures, pourraient frapper à nouveau. La Terre, comme autrefois Vénus, vit dans une zone d'équilibre précaire. Lors d'une démonstration dans le mirage électrique, Elisabeth assiste à une scène saisissante du Soleil en furie. Elle prend conscience du danger réel qui pèse sur notre monde et du rôle crucial que jouent Haakon et ses semblables dans l'étude et la prévention de ces phénomènes. Peu après, Haakon annonce son départ imminent pour une mission d'étude d'une supernova dans la constellation de la Lyre. Profondément émue, Elisabeth redoute la séparation, mais comprend l'importance vitale de sa mission. À travers le mirage électrique, elle découvre plus en détail la planète Méton, monde d'origine d'Haakon. Ce qu'elle voit la bouleverse, un paradis intact, baigné de lumière stellaire, fait d'océans profonds, d'îles verdoyantes, de montagnes roses et de forêts dorées. Des chevaux galopent librement, des habitations nacrées s'intègrent parfaitement à la nature, et aucun signe de pollution n'est visible. Méton apparaît comme une planète d'harmonie absolue, où technologie et nature coexistent sans heurts. Une ville s'étend avec élégance autour d'une baie bleue, ses bâtiments bas et circulaires parfaitement intégrés au paysage. L'énergie y est captée dans l'atmosphère, sans combustion ni nuisance. Pour Elisabeth, cette vision réveille une mémoire ancienne, comme si elle retrouvait un lieu oublié de son âme. Bientôt, Haakon l'invite à quitter le vaisseau mère, de retour dans son vaisseau de recherche. Elisabeth découvre que les compagnons d'Haakon ont établi depuis des millénaires une base secrète en Antarctique, construite pour échapper aux radiations solaires. Ces installations, toujours actives, sont dissimulées sous les lacs thermiques du pôle sud, là où l'atmosphère reste encore protégée.
Haakon lui explique que leur peuple n'a jamais vécu sous terre, mais qu'à certaines époques, ces abris furent nécessaires. La région antarctique est décrite avec précision. Un continent glacé, balayé par les vents, où la troposphère s'ouvre l'hiver sur l'espace. Dans cet environnement extrême, ils étudient l'évolution de champs magnétiques terrestres, les effets du soleil, et maintiennent leur discrétion au milieu d'autres stations scientifiques humaines. Partis de Vénus, en transit un temps par la Terre, ils se sont ensuite installés sur Méthone, où ils ont élevé leur civilisation à un niveau spirituel supérieur, où l'amour, la sagesse cosmique et la compréhension des cycles stellaires régissent leur existence. Ils observent la Terre avec inquiétude, voyant les erreurs d'une humanité qui s'éloigne de l'harmonie naturelle et qui met en péril sa survie par l'orgueil, la guerre et la pollution. Leur message est clair. Seule une évolution intérieure permettra à l'humanité d'accéder à un futur parmi les étoiles. Après un ultime adieu empli d'émotions, Elisabeth Clarer est déposée en douceur par le vaisseau d'Haakon sur les hauteurs de Kaskin, là même où leur extraordinaire voyage avait commencé. De retour chez elle, des témoignages spontanés des villageois zoulous confirment la réalité de son expérience. Elisabeth et sa sœur montèrent à cheval jusqu'au sommet de la colline, où le vaisseau avait atterri. Sur place, elles découvrirent un vaste cercle d'herbe aplati où était posé le vaisseau, encore visible dans le Veld. Les juments, visiblement perturbés par une présence résiduelle, refusèrent d'approcher. Rapidement, elle devint la cible de pressions, de menaces et d'exigences autour des secrets technologiques qu'elle aurait reçus. Malgré le soutien des autorités, Elisabeth comprend que ce monde n'est pas encore prêt pour la vérité. Elle choisit alors de se protéger, de préserver sa famille et de ne confier son histoire qu'à ceux capables de l'entendre avec un cœur ouvert. Un jour de novembre 1957, deux vaisseaux apparurent dans le ciel au-dessus de Johannesburg, observés par des milliers de témoins et poursuivis en vain par l'armée de l'air. Elisabeth, touchée intérieurement par la présence d'Haakon, sut qu'il était temps de repartir dans les montagnes. Elle fit ses bagages avec son fils pour retourner à la ferme de sa sœur pour une rencontre qu'elle pressent. Au crépuscule, un imposant vaisseau mère apparut entre les pics du Drakensberg, descendant plus bas que jamais. Elisabeth le reconnut. C'était celui d'Haakon. Il revenait, mais aussi pour faire ses adieux. Leur mission sur Terre touchait à sa fin. Le message était clair. Le peuple de Méthone quittait ce système solaire instable et dangereux. Émue, May, la sœur d'Elisabeth et Jock, son mari, ainsi que les palefreniers, observaient le vaisseau en silence. Elisabeth, elle, savait qu'elle devait monter sur la montagne. Là-haut, dans le froid nocturne, une sphère blanc-bleu descendit du ciel. Le vaisseau d'Haakon s'était posé. Elle courut vers Haakon. Il l'enveloppa dans ses bras, la porta dans la chaleur de la cabine, et lui parla de leur lien éternel, de leur amour au-delà du temps. Alors que des militaires approchent en hélicoptère, Haakon enclenche un champ d'invisibilité et raccompagne Elisabeth jusqu'à la ferme, glissant au-dessus du sol par antigravité. Haakon viendra échanger quelques mots avec sa sœur May et la saluer, puis disparaît dans la brume, après avoir dit à Elisabeth qu'il se verrait sur les hauteurs de Kaskin. Peu après, un hélicoptère de l'armée de l'air se posa sur la pelouse, mais l'engin volant a disparu. Les officiers, perdus dans la brume, furent accueillis poliment par Jock. Autour d'un feu, ils évoquèrent les phénomènes célestes. Elisabeth, sans tout révéler, partagea une part de vérité. Elle savait qu'Haakon n'était pas loin. Leur chienne Vicky, en reniflant l'air, confirma sa présence. Peu après, Haakon apparut à nouveau discrètement dans le jardin, radieux. Il tendit la main à Elisabeth, et tous deux descendirent ensemble vers un creux dissimulé du terrain, là où reposait silencieusement son vaisseau de lumière, qui brille d'un éclat surnaturel, et la vision de l'engin l'émerveille profondément. Haakon la prend dans ses bras et l'emmène à bord, où l'atmosphère baigne dans une harmonie visuelle et sensorielle. Tandis que les officiers militaires les observent à distance, le vaisseau décolle pour un lieu isolé, sur les hauteurs de Kaskin Peak. Elisabeth profite de l'intérieur du vaisseau. Une cabine de repos lumineuse, des matériaux soyeux, un bain nacré aux propriétés régénérantes, une ambiance parfumée et apaisante. Détendue, elle s'abandonne à la douceur du lieu, jusqu'à ce qu'Haakon la rejoigne. Dans un geste tendre, il lui offre une bague facilitant la communication télépathique longue distance, dotée d'un cristal plus dur que le diamant,
qui les reliera à travers l'espace. À l'intérieur de ce vaisseau, aux parois lisses et sans jointure visible, tout repose sur une technologie fondée sur l'harmonique universelle. Selon elle, Hakon expliquait que leur propulsion repose sur une équation simple à 7 chiffres, combinant les harmoniques de l'antigravité et de la lumière. Ce système modifie la géométrie de l'espace-temps, permettant des déplacements instantanés dans l'univers. Le vaisseau agit comme une extension naturelle des lois cosmiques. Il se forme à partir d'énergie pure, résonne entre matière et antimatière, et utilise les fréquences lumineuses pour voyager à travers la trame même de l'espace. Elisabeth affirmait que toute la création, vaisseau, être vivant, univers, est constituée de lumière, cette force créatrice ultime que certains appellent Dieu. Leur union amoureuse s'accomplit dans un échange total, spirituel, émotionnel et physique. Et Elisabeth tombera enceinte de cette relation, comme c'était leur vœu à elle et à Hakon. Plus tard, elle est conduite dans la cuisine du vaisseau, un espace vivant où poussent fruits, légumes et fleurs. Hakon lui fait découvrir leur mode de vie, basé sur une nourriture naturelle, sans production artificielle, et révèle ses compétences de botaniste. Il explique que leurs plantes réagissent à leur amour, et qu'elles peuvent même croître à vue, grâce à la technologie temporelle. Sharon, compagnon de voyage d'Hakon et scientifique lui aussi dans ce vaisseau de recherche, revient avec des racines de montagne à transplanter dans leur jardin stellaire. Ensemble, ils évoquent l'interconnexion de toute vie, née de la poussière d'étoiles, et la manière dont certaines zones géologiques terrestres amplifient l'énergie cosmique, favorisant une croissance exceptionnelle. Pour eux, tout est vibration et harmonieux. Dans la quiétude du vaisseau, Elisabeth médite sur sa récente union avec Hakon, ressentant une paix profonde, une fusion de son âme avec la lumière cosmique. Hakon lui explique alors que cette lumière, tant recherchée par l'humanité depuis des siècles, reste inaccessible à ceux qui ne regardent que la matière. La Terre, dominée par la compétition et le matérialisme, ne pourra évoluer qu'en dépassant ses illusions. Pour Hakon, seul l'exemple et l'influence douce permettent le vrai progrès. C'est pourquoi lui et les siens interviennent de façon discrète, évitant tout contact direct avec des civilisations encore violentes. Il confie cependant qu'un changement a déjà commencé. Certains humains perçoivent, consciemment ou non, leurs pensées télépathiques. Elisabeth elle-même est un relais d'influence. Mais cette transformation sera lente, précédée de 2 décennies de troubles. En attendant, leur mission reste de préserver l'équilibre de la vie à l'échelle galactique, sans compromettre la paix de leur propre monde. Soudain, une menace se précise pendant qu'ils sont dans le vaisseau. Sharon détecte une surveillance militaire terrienne. Un satellite russe et des installations secrètes repèrent la présence du vaisseau. Hakon active immédiatement leur système de glissement temporel pour échapper à cette détection. Il explique qu'ils sont devenus une cible pour les puissances terrestres qui cherchent à s'emparer de leur technologie, notamment leur système de propulsion électrogravitationnelle. Mais les terriens, encore prisonniers d'une vision matérielle, ne sont pas prêts à comprendre cette science. Alors que le vaisseau revient à la fréquence terrestre, Elisabeth se prépare à repartir. Hakon l'enlace une dernière fois, lui promettant de revenir. Leur futur enfant, issu d'un monde de paix, ne pourra vivre sur Terre. Le vaisseau s'éloigne silencieusement, la laissant seule mais apaisée. De retour à la ferme, elle pressent un danger. Quelques mois plus tard, de retour chez sa sœur, accompagnée de son fils David et d'un palefrenier zoulou, elle voit le vaisseau réapparaître. David semble figé, inconscient de l'événement, comme sous influence télépathique. Hakon la rejoint, l'enlace, et à cet instant, leur enfant bouge pour la première fois en elle. Leur union est totale. Mais la menace devient plus tangible encore. Quelques jours plus tard, Elisabeth découvre un engin spatial inconnu, terne et massif, atterri dans les montagnes, alors qu'elle s'y promène avec son palefrenier. 2 hommes en sortent. L'un est russe. Il tente de capturer Elisabeth, espérant s'en servir comme appât pour forcer Hakon à coopérer. Il connaît sa relation avec lui et convoite leur enfant hybride. Froide mais lucide, Elisabeth gagne du temps. Puis, profitant d'un instant de distraction provoqué par le survol d'un avion sud-africain, elle s'échappe à cheval avec son palefrenier. Un tir énergétique les frôle, mais ils trouvent refuge dans les collines boisées, hors de portée. En 1958, alors enceinte d'Hakon, Elisabeth Klarer s'apprête à quitter la Terre.
Avant son départ, elle confie son fils David à sa sœur May en cas de besoin urgent, mais ce dernier est en internat pour ses études de toute façon. Sa fille Marilyn, qui fait des études de médecine en Angleterre depuis quelque temps, n'a pas besoin d'elle. Elizabeth est consciente des dangers et des incompréhensions que pourrait provoquer la naissance d'un enfant d'origine hybride sur notre planète. Par une nuit de pleine lune, elle gravit seule la colline derrière la ferme de May. Le vaisseau d'Akon l'attendait. Enveloppée dans la lumière opalescente de l'engin, elle est accueillie dans les bras d'Akon, qui lui promet de l'emmener enfin sur sa planète natale. Sa voiture, une OMG, est même embarquée à bord pour être mise à l'abri sur sa demande, projetée par un faisceau de lumière dans la soute du vaisseau. Le voyage commence, au-delà du temps terrestre, dans une traversée interdimensionnelle dont le vaisseau d'Akon affirme que leur enfant héritera de cette connaissance innée. Lorsqu'ils arrivent à proximité du système triple d'Alpha du Centaure, Elizabeth aperçoit enfin Méton, une planète resplendissante de mer bleue et de terres émeraudes, baignée dans une atmosphère douce et stable. Le vaisseau se pose sur le toit circulaire d'une demeure marbrée sur Méton, le logement d'Akon, au cœur d'un paysage harmonieux. Accueillie chaleureusement par la famille d'Akon, Elizabeth découvre une civilisation fondée sur l'équilibre, l'art, la science et l'amour. Elle reçoit un collier de perles symboliques, s'installe dans cette maison lumineuse faite de nacre vivante, et comprend que son âme est désormais liée pour toujours à Méton, loin des conflits de la Terre. Sur Méton, Elizabeth découvre un monde de paix, de beauté et d'harmonie. Sa physiologie terrestre étant inadaptée aux hautes vibrations du système stellaire triple, elle reçoit un traitement naturel pour stabiliser son rythme cardiaque. L'enfant qu'elle porte naîtra dans un environnement sain, à l'abri des pollutions de la Terre. Elle explore avec émerveillement les paysages luxuriants de Méton, ses animaux doux et intelligents, ses oiseaux familiers, ses rivières cristallines et son atmosphère pure. Le mode de vie métonien, fondé sur l'amour, la connaissance et le respect de la nature, contraste radicalement avec les déséquilibres et les souffrances du monde terrestre. Malgré son bonheur, Elizabeth apprend qu'elle ne pourra rester que 4 mois terrestres, correspondant à 9 ans sur Méton, avant de devoir retourner sur Terre, sa mission n'étant pas encore accomplie là-bas. Elle vit alors chaque instant avec intensité. Promenades à cheval, échanges profonds avec Akon, découverte des fermes, de la flore et de la faune de Méton, jusqu'à recevoir des souvenirs tangibles à rapporter. Une roche, une plante vivante, et la mémoire d'un monde parfait. Ces 4 mois marqueront son âme à jamais, l'alliant spirituellement et physiquement à Méton, foyer cosmique d'un amour éternel pour elle. Sur Méton, Elizabeth est initiée à l'histoire stellaire de la civilisation d'Akon. Grâce à un projecteur holographique, elle redécouvre ce qu'Akon lui avait auparavant déjà expliqué, que les Métoniens sont les descendants d'anciens habitants de Vénus, une planète jadis luxuriante qu'ils ont quittée lorsque le Soleil devint instable. Leur exode les mena vers Alpha du Centaure, où ils ont fondé une société harmonieuse et avancée. Akon lui explique que les Vénusiens avaient visité la Terre et Mars, formant autrefois une trilogie planétaire, mais que l'humanité actuelle a perdu ce lien, sombrant dans l'ignorance et l'agitation. Sur Méton, la mémoire de cette histoire est préservée dans les archives vivantes, non écrites mais visualisables. Peu après, Elizabeth donne naissance à leur fils, dans un environnement baigné de beauté, d'amour et de paix. L'accouchement, assisté avec douceur par des placements énergétiques des mains d'Akon pour guider la sortie du bébé, et l'accompagnement réconfortant de Pléia, la compagne du frère d'Akon, se déroule sans douleur, dans une atmosphère de profonde unité. Le nourrisson, parfaitement formé, grandit dans un monde de musique, de nature, d'harmonie et de savoir partagé. Tandis qu'Elizabeth s'épanouit dans cette vie nouvelle, elle comprend pourquoi les Métoniens ont choisi de se couper de la Terre, pour préserver leur civilisation paisible. Chaque instant vécu sur Méton renforce en elle le lien indéfectible avec cette planète qu'elle considère désormais comme sa vraie maison. Elizabeth et Akon vivent avec bonheur sur Méton les premiers mois auprès de leur fils nommé Ailing, dans un monde hors du temps, où la lumière ralentit le vieillissement et où l'amour imprègne chaque instant. Lors d'une cérémonie paisible, Ailing est présenté à des émissaires venus d'autres systèmes stellaires, dont la Lyre et le Cygne. Impressionné, il souhaite l'emmener, mais Elizabeth refuse, pressentant un danger cosmique.
Alors que la séparation approche, son cœur, fragilisé par les hautes fréquences de Méthode, la force à vivre dans une pièce pressurisée. Hakon rejette l'idée d'un implant permanent pour son cœur, car elle doit retourner sur Terre. Le départ est douloureux. Ayling reste avec Hakon pour grandir, tandis qu'Elisabeth, affaiblie mais résolue, accepte sa mission terrestre. De retour dans le natal, elle est accueillie par le vent chargé de poussière, en contraste violent avec la pureté de Méthode. Hakon l'aide à tenir debout une dernière fois, puis la laisse avec la promesse que leur lien d'âme perdurera et que leur fils reviendra un jour. Seule, Elisabeth rentre à la ferme, transformée à jamais, portant en elle la mémoire d'un amour stellaire et la sagesse d'un monde oublié. À son retour, Elisabeth tente de reprendre une vie normale, mais le tumulte de la ville et les tâches quotidiennes l'étouffent. Dès qu'elle le peut, elle retourne dans les montagnes, là où la présence d'Hakon est perceptible. Elle parvient à le revoir, prend même plusieurs clichés de son vaisseau réapparaissant dans le ciel. Leurs retrouvailles sont brèves mais intenses. Dans le calme des hauteurs, ils partagent des moments de plénitude silencieuse, faits de gestes simples, de soins et de regards. Une nuit, il disparaît de nouveau, laissant derrière lui un nuage lenticulaire aux couleurs du couchant. En mission scientifique, Hakon repart vers Vega, guidé par les flux cosmiques. Elisabeth, elle, garde vivant en elle le souvenir d'un amour hors du temps, d'un fils né parmi les étoiles et d'un monde plus avancé qu'elle considère comme sa véritable maison. Un premier récit de ses aventures était paru dans une revue ufologique en 1956, ce qui avait attiré l'attention d'Edith Nicolaisen, qui a correspondu avec elle pour compléter et approfondir. La correspondance donnera lieu à la publication par Nicolaisen d'un livret recueil en suédois en 1959 intitulé « Dans un vaisseau spatial au-dessus du Drakensberg ». À partir de 1960, Elisabeth travaille au manuscrit d'un livre du récit de toute son histoire. Au début des années 1960, Elisabeth Clarer est confrontée à la dure réalité de la vie terrestre. Malade du cœur, et ceci devenant pire dans l'emploi qu'elle occupait pour survivre, isolée et en grande précarité, elle lutte pour élever son fils David dans une société qu'elle perçoit comme hostile et matérialiste. Malgré les épreuves, elle conserve foi en sa mission et trouve un soutien providentiel en la personne du major Aubrey Fielding, ancien officier du renseignement britannique. Ému par sa situation, il veille sur elle, l'accompagne dans sa convalescence et devient son troisième mari en 1963. En 1975, elle est invitée à s'exprimer publiquement en Allemagne au Congrès international d'ufologie, où elle reçut une ovation. En 1978, elle vit un moment d'espoir. Hakon revient brièvement, accompagné de leur fils Ayling, désormais adulte. Grâce à une projection lumineuse tridimensionnelle, elle peut les voir, les entendre et ressentir leur présence depuis le vaisseau. Ce contact, bien que fugace, lui redonne la force d'avancer. Hakon lui promet qu'ils se retrouveront dans les 5 années terrestres à venir. Elisabeth Clarer fait paraître en 1980 son livre en anglais Beyond the Light Barrier, au-delà de la barrière de lumière. C'est le seul livre qu'elle écrira. Dans ces dernières années, Elisabeth retourne sur les lieux de son enfance, à Flying Saucer Hill et dans les montagnes du Natal, désormais préservées et embellies. Elle y est reçue chaleureusement comme une invitée d'honneur. Ces paysages, témoins de son lien avec Hakon, sont pour elle des lieux sacrés. Elle raconte avec émotion comment le vaisseau d'Hakon réapparaît un jour dans le ciel, salué par les voix des Zoulous criant « Dieu est venu ». Avant sa mort, elle travaille sur un second livre, The Gravity File, à la demande d'Hakon, afin d'expliquer la technologie avancée de Méthode et ses applications possibles sur Terre. Mais ce manuscrit restera inachevé et jamais publié. Après la mort d'Elisabeth Clarer, son fils David a découvert un manuscrit inédit, rédigé par sa mère, intitulé « Autobiographie d'une Vénusienne », daté de 1958. Ce texte, jamais publié, présente plusieurs différences avec le récit connu de « Beyond the Light Barrier ». Dans cette première version, l'histoire d'amour avec Hakon semble se dérouler sur Vénus et non sur Méthode, et il n'est pas question d'un enfant conçu. Chaque chapitre débute par un verset biblique. Troublé, David y a vu un possible remaniement de l'histoire et que tout le récit de sa mère est une fiction finalement. Pourtant, Elisabeth avait expliqué clairement dans son livre
qu'elle et Haakon étaient originellement des Vénusiens, liés depuis des vies antérieures, ayant vécu tous les deux ensemble sur Vénus dans le passé. Ainsi, ce premier manuscrit pourrait relater une existence passée sur Vénus, tandis que le livre publié évoque leur rencontre et sa vie actuelle sur Terre. Au contraire, si l'histoire était la même, alors qu'elle se déroule sur Vénus, c'est là que ce serait plus que suspicieux. David Clarer ne semble pas perméable à la notion de la réincarnation et de vie passée sur d'autres mondes, et donc interprète ceci selon sa vision. Rien ne prouve une contradiction quelconque sans avoir pu accéder à ce document qui est non diffusé. Plusieurs proches d'Elizabeth Clarer, dont sa sœur May et son beau-frère Jock, furent témoins directs d'apparitions du vaisseau, et même d'Haakon lui-même, bien que décédés avant de pouvoir en témoigner publiquement auprès d'enquêteurs, qui ne sont venus sur le cas d'Elizabeth que sur le tard. Au fil des décennies, d'autres personnes ont confirmé avoir vu le vaisseau ou observé des signes de contact. L'ufologue Cynthia Hind, figure majeure du MUFON en Afrique, a pu interroger divers témoins crédibles, notamment dans le cadre de ses recherches publiées dans Fate Magazine et dans son livre UFOs, African Encounters. 2 témoins non identifiés étaient présents lorsqu'Elizabeth prit ses célèbres 7 photos du vaisseau, et d'autres personnes de l'hôtel Hoagan Ward confirmèrent des visites militaires et la venue, une fois, d'un homme correspondant parfaitement à la peinture d'Haakon, qui cherchait à voir Elizabeth logeant là-bas quand elle venait voir sa sœur. Un hologramme lumineux, en cours de formation, fut pris en photo par un reporter, alors qu'Elizabeth était interviewée par lui. La photo ne montre pas l'hologramme terminé, dans lequel Elizabeth a discerné le visage d'Haakon, la photo ayant été prise au début du phénomène, mais c'est déjà un élément intéressant. Kitty Smith, géologue et enquêtrice, affirma avoir vu le vaisseau elle-même en compagnie d'Elizabeth, tandis que la journaliste Petrovna Mittelerkamp attesta que le département américain de la Défense avait demandé à Elizabeth un rapport complet de son expérience. Son fils, David Clarer, bien que l'ayant vu plusieurs ovnis, ne se souvient pas d'avoir rencontré Haakon, malgré ce que raconte un épisode du livre. Mais dans cet épisode, le récit indique qu'il est sous influence télépathique qui bloque son esprit, certainement pour éviter un choc à David, alors jeune enfant, comme marque d'amour d'Haakon envers Elizabeth. Honnête sur ses doutes, il regrette de ne pouvoir confirmer le récit de sa mère, tout en reconnaissant la sincérité absolue de celle-ci. D'autres témoins, comme Hélène Raby, ont observé des marques végétales anormales à l'endroit de l'atterrissage, donnant une forme circulaire de pouce au sol, ceci des années après encore. Et des Zoulous locaux ont rapporté avoir vu régulièrement l'oiseau de lumière. Le sculpteur Bog Forbes, inspiré de manière inhabituelle, réalisa en quelques heures au lieu de quelques jours normalement, un buste d'Haakon sous inspiration télépathique, que Elizabeth reconnut aussitôt lorsqu'il le lui offrit. Cela fut suivi d'une apparition lumineuse spectaculaire dans le ciel, observée par la famille entière de sculpteurs, qu'Elizabeth relia à un remerciement des Métoniens. Jusqu'à sa mort en 1994, Elizabeth Clarer n'a jamais changé une ligne de son récit, qu'elle affirmait avec la même conviction sur son lit de mort. Elizabeth Clarer s'éteint, convaincue que son âme, après la mort, rejoindra Haakon sur la planète Méton, dans une vie future parmi les étoiles, comme cela lui avait été annoncé par Haakon. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr, où vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.